Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre tout de suite la lecture de Lumière d'août. Et comme je pensais, je n'avais pas assez de mémoire pour le chapitre 4. Donc, je vais finir le chapitre qui s'est interrompu à un moment vraiment judicieux. Je n'aurais pas fait mieux. Et je vais enchaîner avec le chapitre 5, tout simplement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Peu importe, dit le shérif. Laissez-le finir son histoire. Et Brown continua, parlant de plus en plus fort, de plus en plus vite, comme si jusqu'à ce qu'il eût réussi à s'emparer des $1000, il voulait dissimuler Joe Brown derrière ce qu'il allait raconter sur Christmas. C'est vraiment à peine croyable cette façon qu'ont les gens de se figurer que de gagner ou obtenir de l'argent est un jeu où il n'y a pas de règles. Il dit que même après avoir remarqué le feu, il n'avait jamais pensé qu'elle pût être encore dans la maison, et morte encore bien moins. Il dit qu'il ne lui vint pas à l'idée de regarder dans la maison, qu'il ne pensa qu'au moyen d'éteindre le feu. Et c'était vers 8h du matin, dit le shérif, à ce que vous dites, et la femme de Hump Waller n'a signalé l'incendie que vers 11h. Il vous a fallu du temps pour comprendre que vous ne pouviez pas éteindre le feu comme ça, rien qu'avec vos deux mains. Et Brown était là, assis au milieu d'eux. Ils avaient fermé la porte à clé, mais les fenêtres étaient garnies de têtes qui regardaient à travers les carreaux. Le regard fuyant, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, la lèvre retroussée sur les dents. Amp dit qu'après avoir enfoncé la porte, il a trouvé un homme qui était déjà dans la maison, dit le shérif, et que cet homme a essayé de l'empêcher de monter. Il était là, assis au milieu d'eux, tournant les yeux de tous côtés. Je crois qu'à ce moment-là, il avait perdu tout espoir. Je crois qu'il voyait non seulement ses $1000 s'éloigner de plus en plus, mais qu'en outre, il commençait à voir quelqu'un d'autre se les approprier. Comme s'il s'était vu avec ses $1000 dans la main pour qu'un autre pût les dépenser. Parce que, d'après ce qu'on m'a raconté, on eut l'impression qu'il avait gardé pour cet instant même ce qu'il allait leur révéler. Comme s'il avait su qu'au moment décisif, cela le sauverait, bien que même une accusation de meurtre eût été pour un blanc moins grave que ce qu'il allait avoir à admettre. C'est ça, dit-il, continuez, accusez-moi, accusez le blanc qui tâche de vous aider avec ce qu'il sait, accusez le blanc et laissez le noir en liberté, accusez le blanc et laissez courir le noir. Le noir, dit le shérif, le noir. On eût dit qu'il comprenait qu'il les tenait maintenant, comme si rien de ce dont on pouvait le supposer coupable eût pu être aussi grave que les révélations qu'il était en mesure de faire sur un autre. « Vous êtes si malin, dit-il, les habitants de cette ville sont si malins, se laisser tromper pendant 3 ans. Le prendre pour un étranger pendant 3 ans, alors qu'à moi, il m'avait suffi de 3 jours pour m'apercevoir qu'il n'était pas plus étranger que moi. Je le savais bien avant qu'il ne me l'ait dit lui-même. Et tous l'observaient maintenant, se regardant les uns les autres. « Je vous engage à surveiller vos paroles si vous parlez d'un blanc, dit le brigadier, peu m'importe qu'il ait assassiné ou non. Je parle de Christmas, dit Brown, de l'homme qui a tué la femme blanche après avoir vécu avec elle pendant 3 ans ouvertement sous le nez de toute la ville. Et pendant que vous accusez le seul homme qui puisse vous aider à le trouver, le seul qui sache ce qu'il a fait, lui se sauve, lui s'éloigne de plus en plus. Il a du sang noir, ça m'a sauté aux yeux dès que je l'ai vu. Mais vous autres, vous, les shérifs et compagnie qui vous croyez si malins, une fois il me l'a même avoué. Il m'a dit qu'il avait du sang noir. Il était peut-être sous quand il m'a dit cela, je ne sais pas. En tout cas, le lendemain matin, après m'avoir avoué ça, il est venu me trouver et il m'a dit... Brown parlait vite, faisant pour ainsi dire luire ses yeux et ses dents sur chacun d'eux, sur eux tous, l'un après l'autre. Il m'a dit « J'ai fait une gaffe hier soir. Ne t'avise pas de faire la même. » Et j'ai dit « Une gaffe ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et il m'a dit « T'as qu'à réfléchir 1 minute. » Et j'ai pensé à quelque chose qu'il avait fait une nuit que nous étions ensemble à Memphis.
Et je savais que ma vie ne vaudrait pas cher si jamais je le trahissais. Alors j'ai dit « Mais David, que je sais ce que tu veux dire. Je ne vais point me mêler de ce qui ne me regarde pas. Je ne l'ai pas encore fait que je sache. » Et vous auriez parlé comme moi, dit Brown, seul avec lui là-bas dans cette cabane, et personne pour vous entendre au cas où vous auriez appelé. Vous auriez eu peur, vous aussi, jusqu'au jour où les gens que vous essayez d'aider se retournent contre vous et vous accusent d'un meurtre que vous n'avez pas commis. Et il était là, assis les yeux en mouvement avec les autres qu'il observait dans la salle, et dehors, les figures collées contre la fenêtre. « Un noir » dit le brigadier de gendarmerie. J'avais toujours pensé qu'il y avait quelque chose de drôle dans ce gars-là. Alors le shérif s'est adressé de nouveau à Brown. « Et c'est pour ça que vous avez attendu jusqu'à aujourd'hui pour venir nous raconter ce qui se passait là-bas. » Et Brown, assis au milieu d'eux, la lèvre retroussée et sa petite cicatrice au coin de la bouche, blanche comme du maïs grillé. « Je voudrais bien voir celui qui n'aurait pas fait comme moi, dit-il. Je n'en demande pas plus. Montrez-le-moi donc, celui qui, ayant vécu avec lui assez longtemps pour le connaître comme je le connais, aurait agi différemment. » Enfin, dit le shérif, je commence à croire que vous avez fini par dire la vérité. Maintenant, allez-vous-en avec Buck et faites un bon somme. Je vais m'occuper de Christmas. Mais t'as vu que ça veut dire la prison, dit Brown. Vous allez me boucler, j'imagine, pendant que vous empocherez la prime. Silence, dit le shérif sans colère. Si cette prime est à vous, je verrai à ce qu'elle vous soit versée. Emmenez-le, Buck. Le brigadier s'approcha et toucha l'épaule de Brown qui se leva. Quand ils franchirent la porte, ceux qui avaient regardé par la fenêtre s'empressèrent autour d'eux. « Vous l'avez pincé, Buck ? C'est lui qui a fait le coup ?»« Non, dit Buck, rentrez chez vous, les gars. Allez vous coucher maintenant. » La voix de Byron s'arrête. Son débit monotone, campagnard, sans inflexion, expire dans le silence. Il regarde Hightower maintenant, avec son regard troublé, compatissant et calme. Il regarde derrière le bureau, l'homme qui est assis, les yeux clos, la sueur sur le visage comme des larmes. Hightower parle. Est-il certain? Est-il prouvé qu'il a du sang noir? Songez un peu, Byron. Songez à ce qui arrivera quand les gens, si on l'attrape, le pauvre homme, pauvre humanité. C'est ce que dit Brown, dit Byron, de sa voix calme, obstinée, convaincue. On peut effrayer un menteur au point de lui faire dire la vérité, tout comme, en torturant un honnête homme, on peut lui faire dire un mensonge. Oui, dit Hightower. Il est assis très droit, les yeux clos. Mais ils ne l'ont pas encore attrapé. Ils ne l'ont pas encore attrapé, Byron. Byron ne regarde pas l'autre non plus. Pas encore. Pas aux dernières nouvelles. Ils ont emmené des chiens policiers aujourd'hui, mais aux dernières nouvelles, ils ne l'avaient pas encore arrêté. Et Brown ? Brown, dit Byron. Lui, il est allé avec eux. Il a peut-être bien aidé Christmas. Mais je ne crois pas. Je crois que mettre le feu à la maison est à peu près tout ce qu'il a pu faire. Et pourquoi il a fait cela, s'il l'a fait, j'ai idée qu'il ne le sait pas lui-même. À moins qu'il n'ait pensé que si tout était brûlé, ce serait comme s'il ne s'était rien passé du tout et que lui et Christmas pourraient continuer à rouler dans leur auto neuve. Mais t'as vu qu'il s'est imaginé que ce que Christmas avait commis était une erreur beaucoup plus qu'un péché. Son visage est rêveur, incliné. Puis de nouveau il s'altère légèrement dans une sorte de fatigue sardonique. « Je crois qu'il n'a pas grand-chose à craindre, reprend-il. Je crois qu'elle pourra le trouver quand elle voudra, à condition que le shérif et lui ne soient pas partis avec les chiens. Il ne cherchera pas à s'échapper, du moins tant que ces $1000 seront suspendus sur sa tête, pour ainsi dire. Mais t'as vu qu'il tient plus que personne à s'emparer de Christmas. Il les accompagne. Ils le sortent de la prison et il les accompagne, et puis ils rentrent tous en ville et ils le coffrent à nouveau. Sûr que c'est pas ordinaire. Quelque chose comme un assassin qui essaierait de s'attraper lui-même pour toucher sa propre prime. Ça n'a pas l'air de l'ennuyer, sauf qu'il regrette le temps qu'il ne passe pas à chercher, le temps qu'il perd à rester assis. Oui, je lui dirai ça à elle demain. Je lui dirai que pour le moment, on l'emploie lui et les 2 chiens. Peut-être la conduirai-je en ville pour qu'elle puisse les voir, tous les 3 tenus par les autres hommes, tirant sur leur laisse, jappant. Vous ne lui avez pas encore dit ? Je ne le lui ai pas dit. Pas plus qu'à lui,
parce qu'il pourrait bien se sauver de nouveau, prime ou pas prime. Et s'il peut attraper Christmas et toucher la prime, peut-être qu'il l'épousera à temps. Mais elle ne sait rien encore, pas plus qu'hier, lorsqu'elle est descendue de cette charrette sur la place, le ventre enflé, descendant lentement de cette charrette inconnue au milieu de tous ces visages inconnus, se disant en elle-même, avec une sorte d'étonnement tranquille, bien qu'elle n'ait point été très étonnée, je crois, car elle était venue lentement et à pied, et elle ne s'était jamais beaucoup préoccupée de réfléchir, quand je pense tout de même que je suis venue tout droit d'Alabama et que maintenant, pour sûr, me voilà enfin à Jefferson. Chapitre 5. Il était plus de minuit. Bien que Christmas fût au lit depuis 2 heures, il ne dormait pas encore. Il entendit Brown avant de le voir. Il entendit Brown s'approcher de la porte, y trébucher. Sa silhouette s'appuya toute droite contre la porte. Brown respirait bruyamment. Debout, se soutenant des 2 bras, Brown se mit à chanter d'une voix de ténor, douceâtre et nasale. L'accent traînard de sa voix de tête semblait sentir le whisky. « Ta gueule !» dit Christmas sans bouger, sans élever la voix. Brown, cependant, cessa tout de suite. Il resta un moment à la porte, s'appuyant pour se redresser. Puis, il lâcha la porte et Christmas l'entendit tituber dans la chambre. Un moment après, il se heurta à quelque chose. Ensuite, plus rien qu'une respiration dure, pénible. Puis, dans un fracas épouvantable, Brown s'écroula par terre, heurtant le lit où Christmas se trouvait et emplissant la chambre des grands éclats d'un rire idiot. Christmas se leva. Invisible sous lui, Brown gisait à terre, riant, sans faire aucun effort pour se relever. « Ta gueule !» dit Christmas. Brown riait toujours. Christmas enjamba Brown et étendit le bras dans la direction de la caisse qui leur servait de table et sur laquelle se trouvaient la lanterne et les allumettes. Mais il ne put trouver la caisse, et il se rappela le bruit de verre cassé lors de la chute de Brown. Il se pencha, une jambe de chaque côté de Brown, il trouva son col et le tira de dessous le lit, puis il souleva la tête de Brown et il se mit à le frapper du plat de sa main, à petits coups durs, mauvais, jusqu'à ce que Brown eût cessé de rire. Brown était flasque. Christmas lui relevait la tête en jurant à voix basse, comme un murmure. Il traîna Brown jusqu'à l'autre lit et l'y jeta sur le dos. Brown se remit à rire. Christmas lui posa la main à plat sur la bouche, sur le nez. Il lui serrait les mâchoires de la main gauche tandis que, de la droite, il le frappait à nouveau de ces mêmes coups durs, lents, cadencés, comme s'il les comptait à mesure. Brown avait cessé de rire. Il se débattait. Tout en luttant, il commença à faire entendre sous la main de Christmas un son oppressé, gargouillant. Christmas le maîtrisa jusqu'à ce qu'il eût cessé et se tint tranquille. Christmas alors desserra légèrement la main. « Tu vas rester tranquille maintenant, dit-il, hein ?» Brown recommença à se débattre. « Enlève ta sale main noire de la boucle de sang mêlé de... » La main se resserra. De l'autre main, Christmas de nouveau lui frappa le visage. Brown s'arrêta et resta tranquille. Christmas relâcha son étreinte. Au bout d'un instant, Brown se mit à parler d'un ton rusé, pas fort. « T'es un nègre, tu comprends ? Tu me l'as dit toi-même, tu me l'as dit. Mais moi, je suis blanc, je suis bleu. » La main se resserra. Brown recommença à se débattre. Il faisait, sous la main, un bruit étouffé, plaintif. Il bavait sur les doigts. Quand il eut cessé, la main se relâcha. Alors il resta tranquille, respirant lourdement. « Tu vas te tenir tranquille maintenant ?» dit Christmas. « Oui, » dit Brown. Il respirait bruyamment. « Laisse-moi respirer. Je resterai tranquille. Laisse-moi respirer. » Christmas desserra la main, mais ne l'enleva pas. Par-dessous, Brown respirait plus à l'aise. La respiration allait et venait plus aisément, moins bruyante. Mais Christmas n'enlevait pas sa main. Il restait là, debout, dans l'obscurité, au-dessus du corps étendu. Entre ses doigts, la respiration de Brown alternait, chaude et froide. Et il pensait tranquillement « Quelque chose va m'arriver, je vais faire quelque chose ». Tout en laissant sa main gauche sur le visage de Brown, il pouvait atteindre avec sa droite le bord de son lit, l'oreiller sous lequel se trouvait son rasoir à lame de 5 pouces. Mais il ne le fit pas. Peut-être sa pensée avait-elle été assez loin déjà, assez profondément pour lui dire « Non, pas celui-là ». Toujours est-il qu'il ne chercha pas à saisir le rasoir. Au bout d'un moment, il enleva sa main de dessus le visage de Brown. Mais il ne s'éloigna pas.
Il se tenait au-dessus du lit, la respiration si calme, si tranquille, qu'elle ne faisait pas de bruit, même en lui-même. Invisible aussi, Brown respirait plus calmement et, au bout d'un instant, Christmas retourna s'asseoir sur son lit. À tâtons, il prit une cigarette et une allumette dans son pantalon suspendu au mur. À la lueur de l'allumette, Brown apparut. Avant de l'éteindre, Christmas leva l'allumette et regarda Brown. Brown gisait affalé sur le dos, un bras pendant par terre. Il avait la bouche ouverte et, tandis que Christmas l'observait, il se mit à ronfler. Christmas alluma la cigarette et, lançant l'allumette dans la direction de la porte ouverte, il regarda la flamme s'évanouir dans l'espace. Puis il attendit le bruit léger, insignifiant, que l'allumette éteinte allait produire en tombant sur le sol. Il lui sembla l'entendre. Et il lui sembla, assis sur son lit, dans la chambre obscure, qu'il entendait une myriade de sons également légers, voix, murmures, chuchotements, d'arbres, de ténèbres, de terre, de gens, sa propre voix, d'autres voix évocatrices de noms, de temps et de lieux dont il avait eu conscience toute sa vie, sans le savoir, qui était sa vie même. Et il pensait, Dieu peut-être est moi qui ignore cela aussi. Il pouvait voir cela comme une phrase imprimée, née à terme et déjà morte. Dieu m'aime aussi, comme les lettres passées, lavées de pluie, sur une affiche de l'année dernière. Dieu m'aime aussi. Il fuma sa cigarette sans y porter la main une seule fois. Il la jeta vers la porte. Contrairement à l'allumette, elle ne s'évanouit point dans sa course. Il la regarda scintiller en tournoyant dans l'embrasure. Il se renversa sur son lit, les mains sous la nuque, comme s'étend un homme qui ne compte pas dormir, pensant « Je me suis couché à 10 heures et je n'ai pas dormi. Je ne sais pas l'heure qu'il est, mais il est plus de minuit et je n'ai pas encore dormi. C'est parce qu'elle s'est mise à prier pour moi, dit-il. » Il parla tout haut, d'une voix soudaine et forte dans la chambre obscure, au-dessus du ronflement d'ivrogne de Brown. « C'est cela, parce qu'elle s'est mise à prier pour moi. » Il se leva. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit. Il resta debout, au noir, dans ses sous-vêtements. Sur l'autre lit, Brown ronflait. Christmas resta debout un instant, le visage tourné vers le son. Puis il se dirigea vers la porte. Dans ses sous-vêtements, pieds nus, il quitta la case. Dehors, il faisait un peu plus clair. Au-dessus de sa tête tournaient les lentes constellations, les étoiles qu'il connaissait depuis 30 ans et dont aucune n'avait de nom pour lui, qui ne signifièrent rien, ni par leur forme, ni par leur éclat, ni par leur position. Devant lui, sortant d'un bouquet d'arbres épais, il pouvait distinguer une cheminée et un pignon de la maison. La maison elle-même était invisible et noire. Pas une lumière, pas un bruit, tandis qu'il s'approche et s'arrête sous la fenêtre de la chambre où elle dort, pensant « Si elle dort aussi, si elle dort. » Les portes n'étaient jamais fermées à clé. Aussi, à n'importe quelle heure, entre la nuit et l'aube, quand le désir le poussait, il pouvait entrer dans la maison, monter à la chambre et, se dirigeant avec sûreté dans les ténèbres, arriver jusqu'au lit. Parfois, il la trouvait éveillée, et elle l'appelait par son nom. D'autres fois, il lui fallait l'éveiller avec sa main dure et brutale, et parfois aussi, il la possédait durement, brutalement, avant qu'elle fût complètement éveillée. Cela durait depuis 2 ans. Ils avaient 2 ans derrière eux maintenant. Il pense, c'est peut-être là qu'elle injure. Je crois peut-être que j'ai été roulée, trompée, qu'elle m'a menti au sujet de son âge, au sujet de ce qui arrive aux femmes à un certain âge. Seul dans les ténèbres, sous la fenêtre obscure, il dit tout haut, elle n'aurait pas dû se mettre à prier pour moi. Je n'aurais rien eu à lui reprocher si elle ne s'était pas mise à prier pour moi. Ce n'est pas sa faute si elle est devenue trop vieille maintenant pour être bonne à quelque chose. Mais elle aurait dû avoir assez de bon sens pour ne pas se mettre à prier pour moi. Il commença à la maudire. Debout sous la fenêtre obscure, il l'insultait avec une obscénité lente, calculée. Il ne regardait pas la fenêtre. Dans les ténèbres à peine pâlies, il semblait observer son propre corps. Il semblait le regarder devenir lascif, lentement, dans ce chuchotement d'ordures, de ruisseaux, comme un cadavre de noyé dans l'épais croupissement noir de quelque chose de plus que de l'eau. De la paume de ses mains dures, il se toucha, remonta le long de son ventre et de sa poitrine, sous ses sous-vêtements,
qu'un seul bouton retenait dans le haut. Il avait connu une époque où il portait du linge dont les boutons étaient intacts. Une femme les cousait. Cela n'avait duré qu'un temps, un certain temps. Puis ce temps avait passé. Ensuite, il lui arrivait de soustraire son linge à la lessive familiale pour qu'elle ne pût s'en emparer et remplacer les boutons manquants. Quand elle parvint à le déjouer, il s'exerça délibérément à se rappeler les boutons qui manquaient et qui avaient été remplacés. Et d'un coup de canif, avec la décision cruelle et froide d'un chirurgien, il détacha alors les boutons qu'elle venait juste de recoudre. Sa main droite glissa, rapide et lisse comme la lame du canif, jusqu'à l'ouverture du vêtement. Du travers de la main, il donna sur le bouton unique un coup léger, rapide. Quand le vêtement lui glissa sur les jambes, la nuit souffla sur lui, souffla doucement. La fraîche bouche des ténèbres, la douce langue froide. Quand il se remit en marche, il put sentir la nuit comme de l'eau. Sous ses pieds, il sentait la rosée comme il ne l'avait jamais sentie jusqu'alors. Il franchit la barrière cassée et s'arrêta sur le bord de la route. Les herbes d'août lui montaient à mi-cuisse. Sur les feuilles, sur les tiges, la poussière des charrettes qui passaient s'était accumulée depuis un mois. La route courait devant lui. Elle était un peu plus pâle que l'obscurité des arbres et de la terre. La ville s'étalait d'un côté. De l'autre, la route montait. Au bout d'un moment, une lumière grandit au sommet de la côte et en dessina les contours. Puis, il put entendre l'auto. Il ne bougea pas. Il resta là, debout, les mains sur les hanches, nu, enfoncé à mi-cuisse dans les herbes poudreuses. La voiture, débouchant au sommet de la côte, s'approchait, les phares en plein sur lui. Il regarda son corps sortir tout blanc des ténèbres, comme une épreuve photographique qui émerge du bain. Il regarda les phares, droit en face, quand l'auto passa. Il en jaillit une voix aiguë de femme, un cri perçant. « Sacré cochon de blanc !» hurla-t-il. « Ce n'est pas la première fois qu'une de vos garces voit... » Mais l'auto avait disparu. Il n'y avait plus personne pour entendre, pour écouter. Elle avait disparu, aspirant avec elle, derrière elle, sa lumière, sa poussière, aspirant avec elle le cri décroissant de la femme blanche. Maintenant, il avait froid. Il semblait être simplement venu là pour assister à quelque événement inéluctable et, l'événement s'étant produit, il était libre à nouveau. Il revint à la maison. Sous la fenêtre sombre, il s'arrêta, chercha, trouva son sous-vêtement et le remit. Il n'y restait plus un seul bouton, et il dut le maintenir avec la main en retournant à la case. Déjà, il pouvait entendre Brown ronfler. Il resta un moment à la porte, immobile, silencieux, écoutant le souffle prolongé, rude, inégal, qui, à chaque respiration, se terminait par un gargouillement étranglé. J'ai dû lui amoucher le nez plus que je ne croyais, pensa-t-il. Le sacré enfant de garce. Il entra et se dirigea vers son lit, prêt à se coucher. Il était sur le point de s'étendre quand il s'arrêta, à demi étendu. Peut-être ne pouvait-il supporter l'idée de rester là, couché jusqu'au jour, avec l'ivrogne ronflant dans les ténèbres et, dans les intervalles, la myriade des voix. Il se leva sur son séant et chercha tranquillement sous son lit. Il trouva ses souliers et il les enfila et, prenant sur son lit l'unique couverture de coton qui composait sa literie, il sortit de la case. L'écurie se trouvait à 300 mètres environ. Elle tombait en ruine. On n'y avait point vu de chevaux depuis 30 ans. Cependant, c'est vers l'écurie qu'il se dirigea. Il marchait assez vite. Il pensait tout haut, « Pourquoi diable ai-je envie de sentir des chevaux ?» Mais il ajouta, tâtonnant, « C'est parce qu'ils ne sont pas femmes. Même une jument est une espèce d'homme. » Il ne dormit même pas 2 heures. Quand il s'éveilla, l'aube pointait à peine. Étendu dans sa couverture sur le plancher disjoint de l'antre sombre et croulant où flottait, avec l'odeur âcre, faiblement ammoniacale, de la fine poussière du foin disparu, cette solitude morte des vieilles écuries, il pouvait voir à l'est, par la fenêtre sans volet, le ciel rose où brillait haute et pâle l'étoile du matin du plein été. Il se sentait reposé, comme s'il avait profondément dormi pendant 8 heures. Cela venait de ce que ce sommeil était inattendu, car il pensait qu'il ne pourrait jamais dormir. Ses souliers délacés aux pieds, sa couverture pliée sous le bras, il descendit l'échelle perpendiculaire, tâtant du pied les échelons pourris et invisibles.
descendant de barreau en barreau, suspendu par une main. Il sortit dans l'aube grise et jaune, dans la fraîcheur pure qu'il aspira profondément. La case, à présent, se détachait crûment sur l'orient clarifié. De même, le bouquet d'arbres où la maison était cachée, à l'exception de l'unique cheminée. Dans l'herbe haute, la rosée était lourde. Ses souliers furent mouillés tout de suite. Le cuir était froid à ses pieds. Contre ses jambes nues, les brins d'herbe humide semblaient de souples stalagmites. Brown ne ronflait plus. En entrant, Christmas put voir Brown à la lueur qui entrait par la fenêtre, à l'est. Il respirait tranquillement. « Dessoulé maintenant, pensa Christmas. Dessoulé. Il ne le sait pas. Pauvre bougre. » Il regarda Brown. « Pauvre bougre. Il va être furieux en se réveillant de s'apercevoir qu'il n'est plus saoul. Il lui faudra peut-être bien une bonne heure avant d'être saoul à nouveau. » Il posa la couverture et s'habilla. Il mit son pantalon de serge, sa chemise blanche un peu défraîchie maintenant, sa cravate papillon. Il fumait. Un miroir brisé pendait au mur. Tout en nouant sa cravate, il regardait dans le tesson son visage imprécis. Le canotier pendait à un clou. Il ne le prit pas. Il prit une casquette de drap à un autre clou et, par terre, près du lit, il ramassa un magazine du genre de ceux qui portent sur la couverture soit des jeunes femmes en déshabillé, soit des femmes en train de s'entretuer à coups de revolver. De dessous l'oreiller, sur son lit, il sortit son rasoir, un blaireau et un bâton de savon à barbe. Il mit le tout dans sa poche. Il faisait presque jour quand il quitta la case. Les oiseaux chantaient à tue-tête. Cette fois, il tourna le dos à la maison. Il passa devant l'écurie et entra dans le pré qui s'étendait derrière. Bientôt, ses souliers et les jambes de son pantalon furent imprégnés de rosée grise. Il s'arrêta, retroussa soigneusement le bas de son pantalon jusqu'à ses genoux et se remit en marche. Au bout du pré, les bois commençaient. La rosée n'y était plus si dense et il rabaissa ses bas de pantalon. Au bout d'un moment, il arriva à une petite vallée où coulait une source. Il posa le magazine, ramassa des branches et des broussailles sèches, alluma un petit feu et s'assit, le dos contre un arbre, les pieds à la flamme. Bientôt, ses souliers humides commencèrent à fumer. Puis il put sentir la chaleur lui monter aux jambes et soudain, ouvrant les yeux, il vit que le soleil était très haut et que le feu était éteint. Il comprit qu'il avait dormi. « Nom de Dieu, pensa-t-il, nom de Dieu, voilà que j'ai encore dormi. » Cette fois, il avait dormi plus de 2 heures, car le soleil brillait sur la source même, étincelant, miroitant sur l'eau incessante. Il se leva, cambra ses reins courbatus et raidis, s'étira pour dégourdir ses muscles ankylosés. Il sortit de sa poche le rasoir, le blaireau, le savon. Agenouillé près de la source, il se rasa. La surface de l'eau lui servait de miroir. Il aiguisa sur son soulier son long rasoir luisant. Il cacha ses objets de toilette et le magazine dans un buisson et refit son nœud de cravate. Quand il quitta la source, il prit la direction diamétralement opposée à la maison. Il rejoignit la route à plus de 500 mètres de la maison. À peu de distance de là, il y avait un petit magasin devant lequel se trouvait une pompe à essence. Il entra dans la boutique et une femme lui vendit des biscuits secs et une boîte de viande en conserve. Il retourna à la source, au feu mort. Il mangea, adossé à l'arbre, tout en lisant le magazine. Il n'avait lu auparavant qu'une seule histoire. Il commença la seconde, lisant le magazine d'un bout à l'autre comme un roman. De temps à autre, il levait les yeux dessus la page et, tout en mastiquant, il regardait les feuilles criblées de soleil qui formaient un berceau au-dessus de la ravine. « Peut-être l'ai-je déjà fait, pensait-il. Maintenant, ce n'est peut-être plus à faire. » Il lui semblait qu'il pouvait voir le jour doré s'ouvrir paisiblement devant lui, comme un couloir, comme une tapisserie sur un clair-obscur, tranquille, sans hâte. Il lui semblait que, tandis qu'il restait là, assis, le jour doré le contemplait nonchalamment, comme un chat jaune couché et somnolent. Il se remit à lire. Il tournait les pages, avançant sans arrêt, bien que, de temps à autre, il semblât s'attarder sur une page, sur une ligne, peut-être sur un mot. Il ne levait pas les yeux alors. Il ne bougeait pas, apparemment arrêté, immobilisé par un simple mot qui n'avait pas encore pris forme. Tout son être suspendu par cette simple et triviale combinaison de lettres dans le calme espace ensoleillé. Flottant ainsi, immobile, impondérable, il semblait regarder le temps glisser sous lui, lentement, et il pense « Je ne voulais qu'une chose, la paix. »
Il pense, elle n'aurait pas dû se mettre à prier pour moi. Quand il arriva à la dernière histoire, il cessa de lire et compta les pages qui restaient. Puis il regarda le soleil et se remit à lire. Il lisait maintenant comme un homme qui, dans la rue, compterait les fentes du pavé. Il lut ainsi jusqu'à la dernière page, jusqu'au dernier mot de la fin. Alors il se leva et, approchant une allumette du magazine, il l'y promena patiemment jusqu'à ce qu'il fût complètement consumé. Il remit ensuite ses objets de toilette dans sa poche et s'engagea dans la ravine. Au bout d'un instant, la gorge s'élargit. Le sol était uni, couvert d'un sable blanc, entre deux talus à pic, étouffés, du haut en bas, par des ronces et des broussailles. Les arbres formaient toujours un berceau et, dans une des parois, une cavité s'ouvrait, emplie de branches mortes. Il rejeta les broussailles de côté, débarrassa la cavité et mit au jour une pelle à manche court. Avec la pelle, il commença à creuser dans le sable que les ronces dissimulaient, et il retira, un à un, 5 récipients de métal à bouchon vissé. Il ne dévissa pas les capsules, mais, couchant les bidons par terre, avec l'arête tranchante de la bêche, il les perça. Le sable, par-dessous, prit une teinte foncée tandis que le whisky giclait, s'écoulait et que l'air, la solitude ensoleillée, s'imprégnait de l'odeur d'alcool. Il les vida soigneusement, sans hâte, le visage complètement froid, presque comme un masque. Quand les bidons furent vides, il les rejeta dans le trou, les enfouit grossièrement, ramena les ronces et cacha la bêche. Les broussailles dissimulaient la tache, mais elles ne pouvaient dissimuler l'odeur, le parfum. Il regarda de nouveau le soleil. Il était plus de midi. À 7 heures ce soir-là, il était en ville, dans un restaurant d'une petite rue. Il y dînait, assis sur un tabouret sans dossier, devant un comptoir de bois que les frottements avaient poli. Il mangeait. À 9 heures, debout devant le salon de coiffure, il regardait à travers la vitrine l'homme qu'il avait pris comme associé. Il se tenait immobile, les mains dans les poches. La fumée de sa cigarette passait devant son visage tranquille et il portait sa casquette de laine, comme son canotier, incliné d'un air à la fois cavalier et sinistre. Froid et sinistre au point que, dans la boutique, au milieu des lumières, dans l'air alourdi de relents de lotion et de savon chaud, vêtu de son pantalon sale à raies rouges et de sa chemise sale aussi, Brown, gesticulant la langue épaisse, leva les yeux, la voix coupée et, d'un regard ivrogne, fixa les yeux de l'homme derrière la vitre. Immobile et sinistre au point qu'en voyant le profil de Christmas, un jeune nègre qui déambulait dans la rue en sifflant, s'arrêta de siffler, s'écarta, glissa derrière lui, se retournant, regardant par-dessus son épaule. Mais maintenant, Christmas lui-même bougeait. Il semblait ne s'être arrêté que pour donner à Brown le temps de l'entrevoir. Il marchait sans hâte, s'éloignait de la place. La rue, toujours paisible, était, à cette heure-là, complètement déserte. Elle menait à la gare, à travers Freedman Town, le quartier noir. À cette heure, il aurait rencontré quelques personnes blanches et noires, en route vers la place ou vers le cinéma. À 9h30, il rentrerait chez eux, mais le cinéma n'était pas encore fini, et il avait la rue pour lui tout seul. Il marchait, passant encore entre les maisons de blanc. D'un réverbère à l'autre, les ombres lourdes des feuilles de chênes et d'érables glissaient sur sa chemise blanche comme des rubans de velours noir. Rien ne semble plus solitaire qu'un homme corpulent dans une rue abandonnée. Cependant, bien qu'il ne fût ni gros ni grand, il arrivait à paraître plus seul qu'un poteau télégraphique isolé au milieu d'un désert. Dans la large rue vide, rayée d'ombre, il ressemblait à un fantôme, à un esprit qui, sorti de son propre royaume, se serait perdu. Puis il se reconnut. Il ne s'était pas aperçu que la rue s'était mise à descendre et brusquement il se trouva dans Freedman Town, enveloppé par les odeurs d'été, les voix d'été de nègres invisibles. Elles semblaient l'enserrer comme des voix sans corps, chuchotant, parlant, riant dans un langage qui n'était pas le sien. Comme du fond noir d'un puits, il se vit enserré par des silhouettes de cases vagues, éclairées au pétrole. Les réverbères eux-mêmes semblaient s'être espacés comme si la vie noire, le souffle noir composait la substance respirable, de sorte que, non seulement les voix, mais les corps animés, la lumière elle-même semblait s'être fluidifiée, agrégée lentement, particule par particule, avec la nuit maintenant pondérable, inséparable et une. Immobile, debout, haletant, il regardait de tous côtés.
Grâce à la lueur vague et fumeuse des lampes à pétrole, les cases autour de lui se détachaient sur les ténèbres. De tous côtés, même en lui-même, murmuraient les voix incorporelles, fécondes et moelleuses des femmes noires. C'était comme si lui-même et toute la vie mâle autour de lui étaient rentrés dans les ténèbres chaudes, les ténèbres humides de la femelle originelle. Les yeux luisants, les dents brillantes, un souffle froid sur ses dents et sur ses lèvres sèches, il se mit à courir jusqu'au réverbère le plus proche. Au-dessous de ce réverbère, des bas-fonds jusqu'à la rue. Une ruelle étroite et défoncée tournait et montait de l'obscurité des bas-fonds jusqu'à la rue parallèle. Il s'y engagea en courant et, le cœur battant, s'élança sur la pente escarpée jusqu'à la rue supérieure. Il s'arrêta alors, oppressé, les yeux étincelants, le cœur battant, comme si ce cœur ne pouvait croire, ne voulait croire encore que l'air était, à présent, l'air dur et froid de la ville blanche. Et Christmas se calma. L'odeur de noir, les voix des noirs étaient maintenant derrière et au-dessous de lui. À gauche se trouvait la place, les grappes de lumière, oiseaux brillants planant bas, suspendus, frémissants, les ailes immobiles. À droite, les réverbères fuyaient, espacés, alternant avec des branches déchiquetées, immobiles. Il avança lentement, tournant le dos à la place, passant de nouveau entre les maisons des Blancs. Là aussi, il y avait des gens sur les vérandas et dans des fauteuils, sur les pelouses. Mais ici, il pouvait avancer tranquille. De temps à autre, il pouvait les voir, têtes en ombre chinoise, silhouettes floues, vêtues de blanc. Sous une véranda éclairée, 4 personnes jouaient aux cartes, visages absorbés d'un blanc cru sous la lampe basse, bras nus des femmes luisants, doux et clairs au-dessus des cartes banales. Voilà tout ce que je voulais, pensait-il. Ce n'était pourtant pas grand-chose. Cette rue, à son tour, commençait à monter, mais c'était une pente sûre. Sa chemise blanche, ses jambes noires en mouvement, mouraient parmi les ombres qui se dressaient carrées, énormes, contre les étoiles d'août. Un entrepôt de coton, un réservoir horizontal et cylindrique, semblable au torse d'un mastodonte décapité, une rangée de wagons de marchandises. Il traversa les voies, les rails où, momentanément, jouait le double reflet vert d'une lampe d'aiguillage qui se perdait au loin. Au-delà des rails, les bois commençaient. Mais il trouva le sentier sans hésiter. Il montait parmi les arbres. Les lumières de la ville se montrèrent à nouveau, par-delà la vallée où s'enfuyait la voie du chemin de fer. Mais il ne se retourna qu'en arrivant en haut de la colline. Alors il put voir la ville, son reflet, les lumières individuelles, là où les rues rayonnaient de la place. Il pouvait voir la rue par laquelle il était venu et l'autre rue, celle qu'il avait presque trahie, et plus loin, à angle droit, le rempart lointain et brillant de la ville elle-même, et dans l'intervalle angulaire, le creux noir d'où il avait fui, le cœur battant et les lèvres en feu. Aucune lumière n'en venait, nul souffle, nulle odeur. Le creux était là, tout simplement noir, impénétrable dans sa guirlande frissonnante de lumière d'août. On aurait pu prendre ce trou pour la carrière originelle, l'abîme même du néant. Il marchait d'un pas assuré, malgré les arbres et les ténèbres. Il ne s'écarta jamais du sentier qu'il ne pouvait même pas voir. Les bois continuaient pendant près d'1 mille. Il déboucha sur une route. Il sentit la poussière sous ses pieds. Maintenant, il pouvait entrevoir le monde vague qui s'étendait, l'horizon. Ça et là, de pâles fenêtres brillaient. Mais la plupart des cases étaient obscures. Cependant, son sang se mit de nouveau à parler. Il marchait vite, sur le même rythme. Avant même qu'ils se fussent détachés vaguement sur la poussière mourante, il semblait avoir compris que le groupe était formé de nègres, bien qu'il n'ait pu les distinguer ni les entendre. Ils étaient 5 ou 6, égayés et pourtant plus ou moins 2 par 2. Et, de nouveau, dominant le bruit de son propre sang, il perçut le chaud murmure de voix féminines. Il marchait droit à leur rencontre, il marchait vite. Ils l'avaient vu et ils se rangèrent sur le bord de la route. Les voix se turent. Lui aussi changea de direction et, traversant la route, marcha vers eux comme pour les renverser. D'un seul mouvement, comme inspiré par un mot d'ordre, les femmes s'effacèrent et, passant à l'écart, lui cédèrent toute la place. Un des hommes les suivit comme s'il les poussait devant lui. Tout en marchant, il regardait par-dessus son épaule. Les 2 autres hommes s'étaient arrêtés sur la route, face à Christmas. Christmas s'était arrêté également. Aucun d'eux ne semblait remuer et, cependant,
Ils se rapprochaient, comme un mirage, comme des ombres à la dérive. Il pouvait sentir l'odeur de nègre, il pouvait sentir les habits grossiers, la sueur. La tête du nègre, plus haute que la sienne, sembla s'incliner hors du ciel, contre le ciel. « C'est un blanc, dit-il tranquillement, sans tourner la tête. « Qu'est-ce que vous voulez, homme blanc? Vous cherchez quelqu'un ?» La voix n'avait rien de menaçant, rien de servile non plus. « Viens donc par ici, Jup, dit celui qui avait suivi les femmes. « Qui cherchez-vous, capitaine? Dit le nègre. Jup, dit une des femmes, la voix un peu haute. Ne reste donc pas là-bas, voyons. Pendant un instant, les deux têtes, la claire et la foncée, mêlant leur souffle, semblèrent pendues dans les ténèbres. Puis la tête du nègre parut flotter et disparaître. Un vent frais souffla de quelque part. Christmas se retourna lentement et, les regardant se dissoudre, s'évanouir à nouveau sur la route pâle, il s'aperçut qu'elle avait un rasoir à la main. Il n'était pas ouvert. Ce n'était pas par crainte. « Putain !» dit-il assez fort. « Enfant de putain !» Le vent soufflait, sombre et froid. Même à travers ses souliers, la poussière était froide. « Qu'est-ce que j'ai donc, bon Dieu !» pensa-t-il. Il remit le rasoir dans sa poche et s'arrêta pour allumer une cigarette. Afin de pouvoir la tenir, il dut s'humecter les lèvres plusieurs fois. À la lueur de l'allumette, il put voir que ses mains tremblaient. Tous ces embêtements, pensa-t-il, tous ces sacrés embêtements, dit-il tout haut en se remettant à marcher. Il leva les yeux vers les étoiles, vers le ciel. Il doit être près de 10 heures maintenant, pensa-t-il. Puis, presque au même moment, il entendit 10 heures sonner à l'horloge du tribunal, à environ 2000 de là. Les 10 coups vibrèrent, lents, rythmés, clairs. Il les compta et s'arrêta à nouveau sur la route vide et solitaire. 10 heures, pensa-t-il. J'ai entendu sonner 10 heures, hier soir aussi. Et 11 heures, et minuit. Mais je n'ai pas entendu 1 heure. Le vent avait peut-être changé. Quand cette nuit-là, il entendit sonner 11 heures, il était assis, adossé à un arbre, près de la barrière brisée, tandis que, derrière lui, la maison se dressait, noire, cachée dans son bosquet feuillu. Il ne pensait pas alors, peut-être ne dort-elle pas non plus. Il ne pensait pas du tout. La pensée n'avait pas encore commencé. Les voix n'avaient pas commencé non plus. Il était là, assis, sans bouger, jusqu'au moment où il entendit au loin l'horloge qui sonnait minuit. Alors, il se leva et se dirigea vers la maison. Il ne marchait pas vite. Il ne pensait même pas alors « il va arriver quelque chose. Il va m'arriver quelque chose. » Et c'est la fin du chapitre 5 de Lumière d'août. Voilà, pardon. Et c'est la fin également de cette lecture. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée. Beaucoup de calme et de douceur. J'espère que vous m'avez bien entendu. Mon micro n'était peut-être pas idéalement placé, mais il y a beaucoup de vent en ce moment. Voilà. Surtout, faites bien attention à vous et je vous dis à bientôt pour la suite. Merci encore.